Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous cet après-midi. Alors, je me présente, je suis Bruno Messen, je suis économiste à l'OMS, ici à Genève. Mon expertise est dans le matière en domaine du financement de la santé. Certains d'entre vous me connaissent peut-être pour mes travaux dans le financement basé sur la performance quand j'étais dans le monde académique. Avant d'être dans le monde académique, j'étais dans l'organisation humanitaire et il se fait que j'ai travaillé au Tchad au Mayo-Kébi entre 1994 et 1996. Ça ne me rajeunit pas, mais je suis bien sûr très heureux de me retrouver avec vous tous, amis tchadiens, pour cette présentation. Alors, ce webinaire, nous allons le faire nous aurons donc 90 minutes, 90 minutes pour traiter cette question du financement de la santé pour la CSU. Alors, on va passer en revue des expériences importantes ici au Tchad. Alors, nous serons quatre dans cette interaction. Je vais donc, outre moi, qui ferai une petite présentation de cadrage et puis la facilitation. Nous aurons donc le DG de la CNAS, que vous connaissez sans doute, le docteur Barnabas Sineyabe, qui présentera les progrès en matière de mise en œuvre de la CSU au Tchad au niveau de la CNAS. Et puis mettrons le focus ensuite sur une autre expérience, l'expérience du financement basé sur la performance. Et alors nous serons avec le coordinateur de la cellule technique nationale FBP, donc Youssouf Anadif, et nous serons aussi avec Alfred Assemal, qui est donc dans l'équipe de l'EUP et pour l'évaluation et le monitoring. Voilà, donc je remercie bien sûr les trois autres intervenants pour leur participation. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons réfléchir tous ensemble sur le financement de la santé pour la CSU. Alors, vous allez voir quelques dessins. Dans le passé, quand j'animais les communautés de pratique nous avions fait des concours de caricatures, de dessins avec un dessinateur basé à Ouagadougou. Et donc ici, nous voyons ce ministre de la Santé qui se démène avec le Rubik's Cube et qui fait référence, bien sûr, au cube de la CSU que vous connaissez. Et le cube de la CSU, ça a l'air très simple, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que prévu. Progresser vers la CSU est en effet un vrai défi. C'est un défi à la fois politique. Il faut un leadership fort de la part des autorités nationales, mais c'est aussi un défi technique. Et ces défis s'imbriquent et rendent les choses complexes. Alors, vous savez aussi que le nouveau contexte de l'aide internationale est est très problématique. Donc, depuis le début de l'année, il y a une forte réduction de l'aide internationale. Et donc, ça impacte de nombreux pays et peut-être le Tchad également. Donc, ce nouveau contexte n'arrange pas les choses. Alors, une ligne directrice en matière de financement de la santé, c'est de reconnaître que chaque pays est un cas particulier. Donc, on n'a pas à l'OMS ou à la Banque mondiale, on n'a pas un manuel qui vous dirait, voilà, prenez ce manuel et mettez en place la CSU. C'est pas possible parce que dans chaque pays, on va construire à partir de l'existant. Et donc, un investissement que nous recommandons à tous les pays, compte tenu de cette complexité, c'est d'investir dans l'apprentissage systémique, l'apprentissage collectif. Donc, se donner l'opportunité d'enrichir sa réflexion, sa compréhension, pour trouver aussi de nouvelles solutions. Et donc, cette activité, ce webinaire, s'inscrit dans cette grille de valoriser l'apprentissage. Alors, qui sommes-nous exactement? Nous sommes dans le cadre ici d'un programme d'apprentissage qui est mené conjointement avec le GFF et la Banque mondiale. Et donc, l'OMS, le GFF et la Banque mondiale ont ce programme de gestion des connaissances en matière de financement de la santé pour les soins de santé primaire avec un focus sur l'achat stratégique. Je vais revenir là-dessus dans quelques instants. Et nous faisons cela depuis 2022. Donc ça fait plusieurs années désormais. Alors nous faisons des activités à destination des praticiens qui sont tournées des activités tournées vers le changement, vers la réforme. Alors, nous organisons des webinaires. Alors, vous avez le QR code en bas de l'écran. C'est la série de webinaires que nous organisons au niveau mondial avec une grande participation de nombreux experts africains. Et je vous invite à vous inscrire à notre série de webinaires parce que c'est toujours une opportunité d'apprentissage. Vous aurez l'occasion d'entendre des intervenants d'autres pays africains, d'autres pays du monde qui présentent leur expérience en matière de mise en œuvre
réforme pour le financement de la CSU. Et donc peut-être qu'un jour, ils auront aussi l'occasion d'entendre un intervenant du Tchad partager l'expérience du Tchad. On est très investi dans cet échange entre pairs parce qu'on pense que c'est un vrai canal d'apprentissage. Alors, ce programme avec le GFF, Banque mondiale, OMS, on, on organise aussi des ateliers. Et il se fait donc que nous allons venir à N'Djamena du 18 au 21 novembre 2025, donc dans un peu moins d'un mois, à l'invitation de la CNAS, et nous remercions la CNAS, et nous allons donc avoir tous ensemble un atelier sur l'achat stratégique de soins de santé en vue de la CSU. Alors nous allons, voilà, peut-être que le docteur Barnabas vous dirait un petit mot durant ce webinaire sur cet atelier. C'est un atelier sur invitation, donc peut-être que certains d'entre vous auront la chance d'être avec nous à N'Djamena en novembre. Vous ne pourrez probablement ne pourrez pas tous être invités, c'est la règle du jeu. Et donc, mais on voulait organiser ce webinaire aussi pour nous ouvrir et vous montrer que ces activités on essaye de les ouvrir au maximum. Donc ce webinaire aujourd'hui, il sera aussi enregistré et donc il sera disponible après le webinaire à tous pour pouvoir retourner écouter vos contributions. Alors ce webinaire aujourd'hui aussi, il est participatif. Donc vous avez entendu Valérie qui vous a donné les consignes. Il y a moyen de mettre des petits messages dans le chat, de poser des questions, mais aussi de lever la main. Nous ne sommes pas si nombreux, nous sommes une cinquantaine, et donc je pense qu'il est tout à fait possible de nous écouter. Parfois, nous organisons des webinaires internationaux, nous sommes presque 1 000 personnes, et donc là, ce n'est pas possible de s'écouter, mais ici, aujourd'hui, c'est possible. Nous allons tous fonctionner aussi en français, donc c'est très agréable, ça rend les choses beaucoup plus simples. Voilà. Alors, j'ai préparé quelques dias pour introduire ce webinaire. Et donc cette première dia, peut-être que certains d'entre vous la connaissent. L'idée ici, c'est de rappeler comment à l'OMS on approche les problématiques du financement de la santé. Donc à l'extrême droite, vous avez les objectifs de la CSU. C'est quoi la CSU? L'objectif de la CSU, c'est de donner accès aux soins à tous, à, de- à des soins de qualité, comme vous voyez en bas de la colonne à droite, mais accès en fonction de vos besoins. Si quelqu'un a besoin de soins de santé, cette personne doit pouvoir y accéder et elle doit pouvoir y accéder sans s'appauvrir. Ça, c'est important pour la CSU. Dans la définition de la CSU, c'est non seulement l'utilisation, mais c'est aussi une utilisation sans appauvrissement. Et il peut y avoir appauvrissement si les gens doivent payer payer le ticket. Parfois, c'est juste un ticket modérateur, mais parfois, c'est beaucoup plus cher. Les gens doivent payer leur transport, le séjour à l'hôpital, et puis sur certains soins hospitaliers, ça peut être très cher, que ce soit le recouvrement des coûts dans la structure publique ou dans la structure privée. Alors, pour aller vers ces objectifs, il y a des objectifs intermédiaires qui sont l'équité dans la répartition des ressources, l'efficacité, l'efficience, donc la bonne utilisation des ressources, éviter le gaspillage, et aussi la transparence à la redevabilité. Voilà, ça, c'est les objectifs intermédiaires auxquels on va aussi s'atteler. Et à la gauche de ce schéma, vous avez comment on peut, nous, les experts du financement de la santé, comment pouvons-nous œuvrer pour atteindre ces objectifs intermédiaires et pour atteindre les objectifs finaux de la CSU. Et l'approche que l'OMS a popularisée depuis 30 ans, c'est de regarder les grandes fonctions du financement de la santé. Et elles ont été identifiées comme étant il y a 4 grandes fonctions. La première grande fonction, c'est la mobilisation des revenus. Et donc, c'est la fonction pour avoir un financement de la santé, voilà, il faut mobiliser des ressources financières qui vont être canalisées ensuite dans le système. Et ces ressources, la mobilisation, c'est l'impôt. C'est la mobilisation la plus recommandée, c'est l'impôt parce que l'impôt, chaque citoyen va contribuer en fonction des règles de l'imposition, de l'imposition fiscale. Et donc, normalement, dans tous les pays, ben, les plus riches payent plus d'impôts que les plus pauvres, en absolu, mais parfois souvent aussi en termes proportionnels. Et donc, ça peut être aussi, mais la mobilisation des ressources, ça peut être aussi les cotisations sociales que l'on paye, par exemple, à une caisse d'assurance santé. Ça peut être les primes d'assurance privée qu'on paye. C'est aussi l'aide internationale et c'est enfin quelque chose qu'on va essayer d'éviter au maximum, la participation par l'usager, le paiement en poche, out of pocket, comme on le dit en anglais, out of pocket payment, donc les frais des usagers qui sont à la charge de l'individu. Et on sait que cela
n'est pas recommandé puisque ça laisse l'individu face à l'aléa des coûts des soins de santé. L'argent que vous avez collecté dans le système, donc on va essayer d'avoir une mobilisation des ressources la plus large et la plus centralisée, elle va être mise dans un pool, donc dans un pot commun qui va servir à financer le secteur de la santé. Alors dans beaucoup de pays, ce pot commun, il n'est pas commun, il est fragmenté. Il y a par exemple une caisse d'assurance pour les fonctionnaires. Il va y avoir par exemple une caisse d'assurance pour les gens du secteur formel. Et puis il va peut-être y avoir des mutuelles ou des solutions de ce type pour le secteur informel. Une mise en commun très importante, c'est celle qui se fait via le budget de la santé. Donc le budget de la santé, on a payé l'impôt, ça va dans le budget du ministère de la Santé qui va payer les formations sanitaires. Ça, c'est aussi un des pots, et dans beaucoup de pays, c'est le plus gros pot. Mais à côté de ça, peuvent donc coexister différents autres pots, et ça va créer de la fragmentation un vrai risque qu'il y ait une égalité de traitement. Donc ceux qui sont les plus riches vont cotiser, par exemple, une assurance privée qui va leur offrir une protection plus généreuse que ceux, par exemple, qui ont souscrit à la mutuelle et certainement ceux qui n'ont souscrit à rien du tout et qui payent de leur poche. En gardant à l'esprit que quand on utilise le secteur public, on accède au financement de l'État, on accède aux salaires qui sont payés aux médecins et aux infirmiers, on accède aux infrastructures et aux équipements. Voilà. Alors, le budget, c'est différents pots communs, que ce soit le budget de la santé, le pot de l'assurance maladie, le pot je dirais, d'un programme vertical, par exemple, vont être alloués au service de santé. Et alors, le mot est un peu bizarre, mais c'est le mot qu'on a repris en français, c'est l'achat. L'achat, c'est cette fonction, donc, d'allocation des ressources depuis le pot commun jusqu'au prestataire de soins de santé. Et cette allocation, elle peut se faire de différentes façons. Et il y a toute une littérature sur ce qu'on appelle les mécanismes de paiement des prestataires, en anglais Provider Payment Mechanism. Et ces mécanismes, donc, déterminent pas seulement le montant que va recevoir la structure de santé, mais comment, contre quelles obligations reçoit-elle ce paiement. Alors, on peut avoir une obligation très simple de dire, voilà, on va compter combien de fonctionnaires de l'État travaillent dans votre hôpital et on va payer leur salaire et la clé de répartition sera en fonction des individus et de leur salaire individuel. Mais on peut avoir des clés de répartition beaucoup plus subtiles, comme par exemple, on va avoir le cas du financement basé sur la performance, où on établit une règle de calcul en fonction de certains résultats à atteindre. Voilà, il y a différents modes de paiement. Il y a peut-être, vous connaissez sans doute le paiement à l'acte, où l'individu ou le paiement se fait en fonction de ce qu'on a prescrit. Alors, ça peut être un paiement à l'acte qui est remboursé par l'individu. Alors là, ce n'est pas vraiment de l'achat parce que l'individu paye lui-même, mais ça peut être aussi, par exemple, une caisse d'assurance qui paye un hôpital, qui facture à la caisse d'assurance les différentes prescriptions, les différents examens de laboratoire, les différents médicaments, les différents actes chirurgicaux qui ont été prestés pour l'assurer et à charge pour l'assurance de rembourser la facture totale. Voilà. Il y a différents modes de paiement et ils ont tous leur avantage et leur inconvénient. Et donc, il y a une réflexion à faire aussi sur l'achat. Donc, comme il y a une réflexion sur la mobilisation, on a dit ce serait mieux que ça passe, par exemple, par l'impôt. Comme il y a une réflexion à faire sur la mise en commun, on a dit ce serait bien que ce soit dans un pool le plus commun possible et éviter la fragmentation. Comme il y a aussi une réflexion normative sur l'achat et des mécanismes de paiement qui sont peut-être plus pertinentes que d'autres. Et la dernière fonction, qui n'est pas toujours indiquée, mais qu'on a indiquée dans ce schéma-ci, c'est celle des avantages, c'est les droits et les obligations des usagers. Donc, si vous voulez être couvert par une assurance santé, ben, votre obligation, ça va être de payer la prime, qui peut être trimestrielle, annuelle, par exemple. Si vous n'allez avoir droit à accéder à une assurance du secteur formel que si vous êtes employé formellement par une entreprise. Donc, il y a des règles qui déterminent nos droits et nos obligations. Si vous allez, par exemple, il y a certains euh, systèmes de financement de la santé qui vont conditionner votre accès à un niveau de soins à un processus, je dirais, d'approbation. Vous n'aurez droit à accéder à un spécialiste, par exemple, que si vous êtes passé d'abord par un médecin de famille ou bien par un centre de santé qui vous a référé en disant, voilà, ceci dépasse mes compétences et donc je vous envoie le patient. Et le patient, alors, a droit à accéder au spécialiste ou a droit, par exemple, à un paiement
moins élevé parce qu'il a respecté la chaîne. Donc ça, c'est la fonction des avantages. Et donc, en fait, ce que nous faisons à l'OMS et ce que fait les experts de la Banque, font les experts de la Banque mondiale et d'autres agences, c'est essayer de recommander les bons choix techniques sur ces différentes fonctions. Et aujourd'hui, nous allons réfléchir surtout sur la fonction de l'achat. Et ce sera aussi l'essentiel de l'atelier du 18 novembre, va aussi tourner essentiellement sur la fonction d'achat, parce qu'on a vu que beaucoup de pays veulent innover à ce niveau, se rendre compte qu'il est temps de mettre à jour les fonctions d'achat. Et on a un exemple très concret avec le financement basé sur la performance, sur quelque chose de, de plus élaboré peut-être que ce que le financement budgétaire classique en payant les salaires et les frais de fonctionnement. Donc on va en parler dès aujourd'hui, mais on en parlera beaucoup durant l'atelier. Alors ici, un petit dessin qu'on avait fait il y a quelques années quand on avait organisé un atelier sur l'achat stratégique. Il y a toujours eu beaucoup de confusion. Les gens pensent par exemple que l'achat stratégique, c'est l'achat des médicaments par les centrales d'achat, parce que en fait, nos collègues qui travaillent sur la question utilisent le même mot. Ici, on voit la brave madame qui vient avec son caddie, qui vient faire ses courses. Et donc, c'est quoi l'achat stratégique? L'achat est considéré comme stratégique lorsque les allocations des fonds sont liées en partie, au moins, à des informations sur les aspects de la performance des prestataires et sur les besoins en santé de la population desservie, avec une gestion de l'augmentation des dépenses. Donc ça, c'est la définition 2019 de l'OMS. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous n'êtes pas dans un achat passif. euh, non informé. Vous allez vous mettre dans un mode, l'acheteur, l'agence d'achat, va se mettre dans un mode réflexif en disant, voilà, quels sont les besoins de la population. Alors, dans un pays, par exemple, on va dire, voilà, on est en retard sur la prise en charge de la santé maternelle. Et donc, on a des taux de mortalité beaucoup trop élevés. Donc, on va faire un achat stratégique sur la santé maternelle. On va, par exemple, mettre les soins gratuits. On va par exemple mettre en place des incitations à la performance, on va mettre une accréditation. Quand vous faites ce genre de démarche, vous êtes dans une réflexion d'achat stratégique. D'accord? Donc si vous dites, voilà, on va mettre en place un système d'assurance maladie au Tchad et on va commencer par le dispositif qui se concentre sur les plus pauvres, les plus vulnérables, vous êtes dans une réflexion stratégique en termes de besoins. Vous avez identifié un groupe comme ayant des besoins prioritaires et vous faites une démarche réflexive. Et puis, vous allez devoir mettre en place tout un bagage technique, des outils de collecte de données, de l'information pour exploiter cette information pour être le plus stratégique possible. Et la présentation d'aujourd'hui, vous allez voir, on va avoir quelques chiffres et qui vont montrer comment on fait de l'achat stratégique au Tchad dès à présent. Voilà. Alors, je voulais vous donner aussi, reprendre ce dessin que j'aime beaucoup qui montre que la CSU, c'est comme une couverture, et c'est une couverture que beaucoup de pays sont appelés à composer à partir de ce qui existe. Et donc on voit ici, alors le petit garçon, il n'est pas content avec la couverture, mais la maman lui dit, mais si, c'est très bien, je suis en train de coudre différents morceaux. Et on voit des financements, le financement budgétaire, les mutuelles, on voit le paiement en résultat, la gratuité de la césarienne, et donc le fonds mondial. Donc on voit comment il y a moyen peut-être de construire la CSU à partir des dispositifs existants. Ceci dit, ça ne va pas toujours aussi facilement parce qu'il peut y avoir des doublons, il peut y avoir j'ai mentionné l'enjeu de la fragmentation, on peut avoir des chevauchements, des choses qui ne sont pas très efficientes. Et il y a quelques années, quand j'étais dans les communautés de pratique et dans l'académique, j'avais écrit ce blog sur la CSU comme un travail d'urbaniste. Et donc, vous pouvez de nouveau photographier le QR code ici, scanner le QR code et vous retrouverez ce blog et donc en français. Et à l'époque, je faisais le constat que, voilà, comme je l'ai dit, j'ai travaillé beaucoup dans le financement basé sur la performance. J'ai travaillé aussi dans les fonds d'équité, l'expérience un peu comme nous avons traité avec la CNAS. Et donc longtemps, je m'étais mis dans un mode d'architecte. Donc quand j'accompagnais des organisations, des pays dans la mise en œuvre de réformes de financement de la santé, j'avais une conscience d'architecte. J'essayais que le financement basé sur la performance qu'on mettait en place soit le mieux conçu possible. Alors je ne perdais pas de vue les enjeux plus larges, mais j'étais quand même surtout concentré sur un travail d'architecte. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que non, en fait, le travail, c'est un travail d'urbaniste. On va travailler avec de l'existant
Il y a des choses qui sont déjà en place et on doit arriver à les intégrer. Et ça va être l'enjeu de l'atelier du 18 novembre. Ça va être de travailler sur les dispositifs qui sont déjà en place au Tchad et essayer de trouver comment on peut les harmoniser et trouver de la cohérence pour aller sur le chemin de la CSU. Voilà. Donc, je vais en rester là pour ce qui me concerne aujourd'hui en matière de DIA, et nous allons donc passer à l'équipe de la CNAS, au docteur Barnabas, qui va vous présenter quelques DIA donc sur la progression de cet agenda au pays, et puis nous écouterons l'équipe du financement basé sur la performance, et quand les présentations sont terminées, nous aurons une séance de questions-réponses tous ensemble. Vous pourrez adresser des questions aux différents intervenants, et nous espérons que vous profiterez au mieux de cette session. Voilà, donc je continue à faire avancer les DIA. Donc, docteur Barnabas, je suis à votre écoute et j'avance les DIA au rythme que vous m'indiquez. Merci Bruno pour votre présentation introductive qui du reste est très très riche et ça nous a édifié sur beaucoup de choses concernant l'achat stratégique, sur certaines notions surtout et sur certains fonctionnements, sur le fonctionnement en quelque sorte de l'achat stratégique. Ceci jette déjà les bases de l'atelier qu'on aura organisé au mois de novembre et qui va s'appesantir le plus largement sur les questions d'achat stratégique. L'achat stratégique, il faut le dire, est consécutive à la couverture santé universelle, comme vous le disiez tantôt. Et au Tchad, plus précisément, la couverture santé universelle elle-même est une notion très, très nouvelle et qui n'est pas maîtrisée par l'ensemble de la population. Si ce n'est que à partir de la CNAS que de plus en plus la population est en train de se rendre compte de ce concept-là, de ce dispositif. Et j'espère que dans les jours à venir ou dans les temps à venir, alors ce concept-là sera largement maîtrisé par la population. Eh bien, la couverture santé universelle, comme vous l'avez relevé dans vos propos introductifs, suppose l'existence d'une certaine mutualisation des risques. Une mutualisation des risques, ce qui est tout à fait une innovation par rapport à l'ancienne pratique au Tchad, qui consistait à la population d'aller payer directement ses soins de santé par le système de paiement direct. Alors, cela est tout à fait nouveau et ça doit beaucoup plus intéresser. Et si nous sommes là, c'est pour examiner ces questions-là et voir quels sont les enjeux des achats stratégiques. Et au passage, je tiens à remercier les partenaires que vous êtes. Je remercie les participants qui sont là, qui ont manifesté un intérêt particulier pour être là cet après-midi et suivre la présentation que nous allons faire. Cela dénote aussi de l'intérêt qu'ils ont pour la question de la couverture santé universelle. Dans la présentation que je vais faire, ce sera une présentation axée sur la couverture santé universelle. Eh bien, nous n'allons pas dérouler tout ce qui concerne la couverture santé universelle. C'est un avant-goût qu'on va donner par rapport à ce que nous sommes en train de faire déjà sur le terrain. Faire déjà sur le terrain et sans trop savoir si nous sommes dans la bonne direction ou pas. Et si nous envisageons d'organiser l'atelier sur l'achat stratégique, c'est pour nous rassurer de la direction qu'on aura désormais à prendre par rapport à la gestion de ce mécanisme-là dans notre pays. Et c'est pourquoi, comme avant-goût, on voudrait juste se focaliser sur l'assistance médicale, ce que nous sommes en train de faire déjà sur le terrain. Et pour y arriver, nous avons soulevé un certain nombre de questionnements. Quelles sont les institutions qui sont en charge de la mise en œuvre de la couverture santé universelle et qu'est-ce que la mettre déjà à l'assistance médicale? C'est vrai, dans la présentation de Bruno, il a déjà évoqué ce que c'est que l'assistance médicale et où est-elle menée par rapport au démarrage que nous sommes en train de faire. Quelles ont été les priorités au niveau du démarrage que nous sommes en train de faire? Où en sommes-nous avec la mise en œuvre?
et quels sont les premiers questionnements qui émergent. Voilà ce qui constitue en quelque sorte l'architecture de la présentation que je voudrais faire sur ce plan-là. Oui, je ne vais plus revenir sur la définition de la couverture santé parce que c'est déjà fait par Bruno et nous avons tous compris. Et comme je disais tantôt, la mise en place de la couverture santé universelle a été amorcée dans notre pays depuis 2015. Depuis 2015, mais il y a lieu de se poser la question, quels sont les facteurs qui ont favorisé cette mise en place de la couverture santé universelle? Il y en a presque quatre, sinon plus, mais je voudrais me focaliser sur des facteurs convergents, qui sont des facteurs politiques, facteurs sociaux, facteurs économiques, facteurs institutionnels et le soutien des partenaires techniques et financiers, qui constituent un facteur également ayant impulsé la mise en place de la couverture santé universelle. Alors, facteur politique, et comme le disait, je vais toujours me référer à au propos introductif de Bruno, qui a fait savoir que le défi de la couverture santé universelle, c'est l'implication du politique dans sa construction et dans sa mise en œuvre. Et le facteur qui avait déclenché euh, la mise en place de la couverture santé universelle parmi ceux que j'ai cités, c'est le facteur politique. Parce que le gouvernement du Tchad a inscrit comme priorité nationale dans les stratégies de développement et de la santé la question de la couverture santé universelle. Et également, comme volonté politique, il y a eu la volonté manifeste des dirigeants d'aligner de s'aligner sur les priorités définies par l'ODD en ce qui concerne l'accès universel aux soins de santé et en ce qui concerne la limitation la levée du verrou d'accessibilité financière aux soins de santé. Donc, voilà en quelque sorte la convergence au niveau politique. Au niveau social, il y a le souci d'équité qui a prévalu dans la mise en place de la couverture santé universelle, telle que l'avait relevé Bruno. Je ne vais plus m'attarder dessus parce qu'il a été constaté qu'il y a une inégalité criarde au niveau de la population, tant en ce qui concerne l'accès aux ressources qu'en ce qui concerne l'accès aux santé. Eh bien, ce sont ces facteurs qui ont milité en faveur de la mise en place de la couverture santé universelle. Facteur économique. Facteur économique dans la mesure où le taux de paiement direct est élevé de façon drastique dans notre pays. Selon le compte national de santé de 2018, la population contribue pour 64% dans le paiement de la santé, alors qu'en réalité, la norme est arrêtée à 20. Donc, ce qui est déjà très drastique et qui peut susciter la volonté de trouver une autre alternative pour éviter cette augmentation de taux de paiement direct. D'où la mise en place de la couverture santé universelle. Il y a également le facteur institutionnel en ce qui concerne le renforcement de la gouvernance et, je disais tantôt, le soutien des partenaires techniques et financiers dans le cadre de la multisectorialité. Donc, voilà les raisons qui ont prévalu à la mise en place de la couverture santé universelle dans notre pays. Et dans le cheminement, dans le processus de cette couverture santé universelle, il y a deux phases qui ont marqué ce processus-là, qui sont d'abord la construction de la couverture santé universelle et l'opérationnalisation. Dans la construction, il y a des outils qui avaient été mis en place, des outils stratégiques qui avaient été mis en place, qui avaient été définis au regard des causes que j'avais énumérées ci-dessus et qui ont convergé vers la mise en place d'un cadre juridique et d'un cadre institutionnel de la couverture santé universelle. Et ainsi, il y a la loi 035 qui a été pris et qui a institué la couverture santé universelle et qui prévoit trois différents régimes que je vais indiquer plus tard. Et au niveau de l'opérationnalisation, avec la mise en place du cadre juridique et du cadre institutionnel, il était question
de passer de façon concrète à la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Et les slides plus tard, les slides qui vont venir par la suite nous permettront d'expliquer comment cette construction a été faite et comment cette opérationnalisation est faite, surtout dans le cadre de l'assistance médicale du régime 3. En ce qui concerne les institutions de mise en œuvre, comme je disais tantôt, il y a la Caisse nationale d'assurance santé qui a été créée par la loi 026 et qui s'est vu attribuer la mission de la gestion de la couverture santé universelle. Et dans son statut, le texte prévoit que c'est un établissement public doté d'une autonomie de gestion et d'une personnalité juridique qui lui permet d'agir et d'exercer de façon autonome ses activités dans le cadre de cette gestion efficace de la couverture santé. Il y a également l'ANAR, l'Agence nationale de régulation de la couverture santé universelle, qui est également créée, qui s'est vu confier la mission de régulation et de la veille de la couverture santé universelle. Et ce qui constitue la spécificité de notre pays en ce sens qu'il y a un organe qui s'occupe de la gestion et un autre organe qui s'occupe de la régulation, et ce qui fait en sorte que les activités de ces deux organes-là pourront un tant soit peu déboucher sur une gestion efficace du système de couverture santé. Et l'autre partenaire en charge de la gestion de la couverture santé, c'est également les formations sanitaires. Les formations sanitaires qui sont des offreurs de soins et dont les services sont sollicités par la Caisse nationale d'assurance santé pour offrir les soins de santé à ses bénéficiaires. Donc voilà en gros les institutions qui sont créées, mais il y en a tant d'autres qui viendront. Il y a en plus des organes de gestion, de régulation et les partenaires qui sont les FOSA, d'autres acteurs et partenaires de la couverture santé universelle. Et comme on disait tantôt que la couverture santé universelle ne peut se faire s'il n'y a pas un appui politique, eh bien le partenaire, parmi les partenaires privilégiés, on note la représentation nationale, qui est l'Assemblée nationale et le Sénat, et qui ont pour rôle d'édicter les textes en matière de couverture santé universelle, de contrôler l'action du gouvernement en matière également des décisions stratégiques à prendre dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, et qui veillent également, et ce sont des organes, ce sont des institutions qui veillent également à travers les commissions qui sont en leur sein, qui veillent à l'application également de la couverture santé universelle. Il y a bien entendu le ministère de la santé publique et les autres départements sectoriels qui agissent pleinement dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Il y a également d'autres organes qui s'intéressent également à la couverture santé universelle, à savoir la Caisse d'assurance maladie des armées, qui s'occupe de la gestion de la couverture santé des armées. Il y a également les mutuelles et les sociétés civiles qui travaillent en étroite collaboration avec la communauté, qui sont les principaux bénéficiaires de la couverture santé universelle et qui sont presque bien écoutés. Il y a également les partenaires techniques et financiers que je disais tantôt. Ce sont des acteurs incontournables dans la construction et la mise en œuvre de la couverture santé universelle. OK. Qu'est-ce que l'assistance médicale? Comme je disais tantôt, la loi 035 institue la couverture santé universelle et prévoit 3 régimes pour la gestion pour la mise en œuvre de cette couverture. Il y a le régime des salariés, qu'on appelle communément le régime 1. Il y a le régime des indépendants, qui est le régime 2, et il y a le régime d'assistance médicale au profit des personnes économiquement démunies. Eh bien, comme pour ceux qui savent, ceux qui connaissent parfaitement la couverture santé universelle, comme il est tout à fait impossible d'engager en même temps la couverture santé universelle pour l'ensemble de la population, eh bien, pour l'opérationnalisation de cette CSU, l'État a fait le choix de commencer par le régime de l'AMED. Et c'est là
a été fait non sans raison, parce qu'il y a des éléments, des indicateurs qui ont pesé pour que le gouvernement opère ce choix, vu la proportion élevée des populations démunies et, et qui n'ont pratiquement rien pour se prendre en charge au point de vue sanitaire. Donc, l'État a opéré ce choix-là de commencer par le régime 3. Et en ce qui concerne même la MED qui a été définie déjà par Tino Messen dans ses propos introductifs, la MED vise à garantir un accès équitable aux soins de santé essentiels et à réduire les obstacles financiers des personnes économiquement démunies. On comprend dès lors que face à ces questions financières, en tout cas, les personnes économiquement démunies sont les véritables nécessiteux. Et c'est ce que le gouvernement a perçu et a décidé d'engager l'opérationnalisation de CSU à travers ce régime des personnes économiquement démunies. Donc, dans son principe et dans son fonctionnement, la MED prend en charge l'intégralité des coûts de soins pour les personnes ne disposant pas de ressources suffisantes. Eh bien, c'est en quelque sorte une prestation non contributive qui est servie à ces personnes économiquement démunies, car on ne peut pas leur exiger une contrepartie, étant entendu qu'ils ont déjà un niveau de revenu très, très bas. Et c'est les statistiques qui suivent euh, euh, appuient, appuient cela dans la mesure où il y a un taux élevé des Tchadiens qui vivent dans la pauvreté et à l'intérieur de cela, il y a 14,4% qui sont dans l'extrême pauvreté. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut rien exiger de ces gens. OK. Où est menée l'AMED? Évidemment, comme je disais tantôt que l'État ne peut pas engager du coup la couverture santé universelle, il a opéré un choix géographique pour le développement, pour le déploiement de l'AMET. Et ce choix ne s'est pas fait de façon fortuite. Il y a des critères qui ont été définis pour permettre de retenir ces zones de démarrage. Et ces critères sont d'abord le niveau de plateau technique disponible au niveau de ces districts ou de ces provinces. Il y a le taux de fréquentation dans les formations sanitaires qui est très, très bas. Et il y a l'indice de pauvreté qui est très grandissant au niveau de ces zones. Et il y a le critère de diversité géographique qui est retenu parce que ces districts qui sont retenus ne sont pas logés dans une seule zone géographique. Eh bien, il a été tenu compte de la zone géographique allant du nord à l'est en passant par le centre. Donc, c'est ce critère qui avait prédominé. Et l'autre critère, c'est la présence ou non des mécanismes de financement au niveau de ces zones-là. Comme c'est une expérience pilote que la CNAS, que l'État est en train de mener à travers la CNAS, il était tout à fait indiqué de choisir une zone où il y a déjà des mécanismes précédents de financement qui sont développés pour permettre d'inspirer le nouveau mécanisme de la CSU qui va s'implanter et de manière à lui éviter des erreurs peut-être préjudiciables pour la population. Quelles ont été les priorités avec l'expérience pilote? Je tiens à dire que pour le démarrage de l'AMET, la CNAS est partie sur un terrain vierge. Sur un terrain vierge en ce sens que il n'y avait pas une identification précise des personnes économiquement démunies. Il fallait retenir ces personnes économiquement démunies. Et puisqu'il n'y en a pas, alors le premier travail à faire était d'aller les identifier et de les retenir comme tels. Et c'est pourquoi la priorité de la CNAS a été d'identifier, de valider les ménages des personnes économiquement démunies et de les retenir pour les prédisposer à une prise en charge.
Et ce travail, c'était fait par le canal des enquêtes. Et pour cela, la Caisse nationale d'assurance santé s'est adressée à l'INSEE, l'Institut national des sciences économiques et statistiques et démographiques, pour faire ce travail-là. Et il y a eu ce travail préalable d'identification. Et la liste qui a été produite par l'INSEE a été validée par la communauté pour se rendre effectivement compte qu'il s'agit effectivement bel et bien des personnes économiquement démunies, et cela de manière à éviter les fraudes dans l'identification de ces personnes économiquement démunies. Et cette liste validée par la communauté a fait l'objet d'une immatriculation, et c'est après l'immatriculation que ces personnes ont été prédisposées à la prise en charge de leurs soins. Et après cela, l'autre priorité qui s'en est suivie, c'est la prise en charge effective des personnes économiquement démunies dans les centres de santé ou dans les formations sanitaires préalablement conventionnées par la CNAS et après un long processus. Ça, peut-être qu'on aura l'occasion de le détailler au cours de l'atelier stratégique qui se tiendra au mois de novembre. Ensuite, il y a eu la formation des acteurs locaux, il y a eu la mobilisation des ressources, la mobilisation des ressources issues des financements innovants. Et comme on disait tantôt que le régime Ahmed est un régime non contributif, eh bien, le financement de ce régime-là est, est assuré par l'État sur la base de financements innovants. Et pour la réussite de ces financements innovants, l'État a identifié des pistes qui devraient servir au financement de ce régime-là. Initialement, il y a eu 16 pistes, dont 4 ont été explorées. Et ce qui est mis en mouvement pour financer le régime d'assistance médicale actuellement. Et l'autre priorité, c'est d'étendre la prise en charge aux autres districts sanitaires. Puisque nous sommes de façon expérimentale dans les 3 districts, eh bien, il importe que qu'on s'étende dans d'autres provinces pour progressivement assurer la prise en charge des personnes économiquement démunies jusqu'à concurrence de la couverture de l'ensemble du territoire. Et l'autre priorité encore, c'est la limitation de la fragmentation du système à travers la mise en cohérence, le transfert et la collaboration des achats des soins selon les particularités et les spécificités de chaque mécanisme existant. Je disais tantôt qu'il y a des mécanismes, eh bien, l'important serait qu'il puisse y avoir une mise en cohérence pour assurer la prise en charge, pour assurer la couverture santé de ces personnes économiquement démunies, sans qu'il ne puisse y avoir de fragmentation. Et l'autre priorité également, c'est le lancement des autres régimes, qui sont le régime 2 et le régime 3. Où en êtes-nous avec la mise en œuvre? De façon concrète, au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 5 500 ménages, soit environ 40 243 personnes économiquement démunies qui ont été identifiées et validées par la communauté dans les 3 districts de démarrage. Sur ce nombre, il y a 431 bénéficiaires qui ont été enrôlés et reçoivent présentement des soins de santé pris en charge dans 14 centres de santé et 3 hôpitaux avec lesquels la CNAS a conventionné. Il y a eu également des outils de prise en charge, notamment les feuilles de soins, les feuilles de suivi des activités qui ont été conçues, qui ont été mises en place et qui servent à cette prise en charge des populations effectivement identifiées et enrôlées. Il y a des points focaux qui sont déployés sur le terrain pour assurer la supervision de toutes ces activités. Il y a également une évaluation intermédiaire qui est en préparation pour mesurer les performances réalisées. Et toutes ces actions sont soutenues par des actions de sensibilisation en direction des communautés et autres acteurs dans le sens de susciter leurs adhésions massives au mécanisme de la couverture santé universelle. Et au travers de ces actions, il est passé également des messages allant dans le sens de lutter contre la fraude. Maintenant, quels sont les premiers questionnements qui émergent? Comme tout nouveau projet
de ce genre ne peut pas se passer sans rencontrer des difficultés, eh bien, nous avons identifié certains défis qui se posent déjà à la CNAS dans le cadre de la mise en œuvre de ce régime 3. Parmi ces défis, il y a le non-respect des protocoles de soins par les formations sanitaires, ce qui a été identifié sur le terrain. Il y a la faible appropriation par les acteurs du terrain, quand bien même des actions de sensibilisation sont fortement menées. Il y a la rupture, euh, il y a souvent la rupture des médicaments essentiels pour la prise en charge. Il y a l'insuffisance du personnel médical qualifié. Il y a l'insuffisance des infrastructures sanitaires répondant aux normes. Tout cela mérite d'être amélioré. Il y a en outre, du côté des acteurs et des intervenants, la complexité de l'identification des personnes économiquement démunies. Et ça, c'est un grand challenge qui se pose à la caisse et qui pose énormément de difficultés, puisqu'il faut les cibler, il faut les identifier, il faut les immatriculer, hein, il faut les enrôler pour la prise en charge. En tout cas, c'est un processus qui est très, 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 très complexe. Surtout qu'il n'existe pas le régime spécial, le régime social unifié. S'il en existait un, eh bien, peut-être cette complexité allait être atténuée. L'autre difficulté, c'est le financement conséquent et pérenne. Il y a toujours cette question de mobilisation des ressources et de la suffisance de financement qui se pose. Il y a également l'alignement des interventions des partenaires techniques et financiers. Les interventions se font de façon fragmentée. Or, dans le cadre de la couverture santé universelle, il importe que ces interventions puissent se faire de façon coordonnée, de manière à pouvoir éviter des doublons dans des interventions, et ce qui permettra de nous conduire vers l'efficacité voulue. Il y a le problème d'adhésion massive de tous les acteurs, ça je l'avais déjà souligné, et il y a la question de l'extension de la couverture sur l'ensemble du territoire. Et tout cela est la conséquence de ces difficultés qui ont été citées sous haut. Plus ces difficultés sont levées, plus l'extension de la couverture sur l'ensemble des territoires pourrait être aisée. Voilà, nous avons trouvé nécessaire d'afficher quelques images des activités sur le terrain que voici. Tantôt, ce sont des images, ce sont des photos de sensibilisation de la communauté. Tantôt, ce sont des photos par rapport à la prise en charge des démunis, et des photos pour la formation et pour l'identification des personnes économiquement démunies. Donc, c'est quelques images illustratives de nos activités. Voilà. En conclusion, nous reconnaissons tous que la mise en place de l'assistance médicale est une étape importante pour garantir que les Tchadiens les plus vulnérables aient accès à des soins gratuits de qualité. Eh bien, ce programme pilote-là nous permet déjà d'apprendre et d'améliorer la CSU avant de la généraliser. Et il est aussi certes entendu que avec la tenue de l'atelier stratégique, eh bien, cette recherche de l'amélioration et de la performance dans la mise en œuvre de la CSU va être davantage renforcée. Et pour réussir tout cela, il faut un engagement fort du gouvernement et une bonne coordination entre tous les acteurs et un soutien continu des partenaires. Merci de votre aimable attention. Merci, merci beaucoup, docteur Barnabas. Fantastique. Voici une bonne introduction. Et donc, on va reprendre la présentation avec nos amis du FBP. Donc, voilà. Donc, nous aurons deux intervenants, Youssouf et Alfred. Vous allez passer à tour de rôle dans l'intervention. Donc, voilà. Je continue à avancer les dias. Je vous écoute et je suis prêt à y aller. OK. Bon, donc, comme annoncé par Bruno, nous allons passer très rapidement pour gagner un peu plus de temps. Tout d'abord, nous allons vous faire une présentation de quelques informations générales sur le projet de renforcement de la performance du système de santé, quelques notions sur le FBP et un aperçu sur l'évolution de quelques indicateurs clés. Et pour finir, donc, des leçons apprises et des perspectives. Le projet, c'est un projet d'une enveloppe de 256,5 millions de dollars, dont 240 millions du financement issu du financement IDA
et 16,5 millions du GFF. C'est un projet qui dure 5 ans, donc 2021 à 2026. Les objectifs de ce projet consistent à accroître l'utilisation et la qualité des services de santé avec un accent particulier sur la santé maternelle, infantile, des adolescents et des services de nutrition pour les populations tchadiennes. Et évidemment, en cas d'événements d'urgence tels que arrivé récemment, c'est de fournir une réponse immédiate. Les populations qui en bénéficient, c'est les populations des zones d'intervention qui sont actuellement à hauteur de 12 provinces et elles concernent essentiellement les femmes en âge de procréer, les adolescents, les enfants et les vulnérables ou indigents. Bon, le projet, il comporte 4 composantes. La première composante est dédiée au financement basé sur la performance. Et dans cette composante, il est question donc d'assurer le paiement des subsides aux formations sanitaires et la subvention pour des soins gratuits. La deuxième composante consiste à renforcer donc les prestataires à fournir des services cérémoniaux de qualité. Il s'agit là d'une composante input qui permet donc d'élever le niveau du plateau. La composante 3 consiste à la gestion donc, du projet et la vérification des résultats, ce que nous faisons trimestriellement. Donc là, il y a la gestion du projet et la vérification et la supervision des activités FBP. La quatrième composante, comme annoncé tout à l'heure, c'est une composante d'intervention d'urgence connue sous le sigle CERC. Bon, ça, c'est les enveloppes par composante, les 4 composantes que je venais d'énumérer tout à l'heure. On peut passer là-dessus. Voilà, le projet couvre actuellement donc 12 provinces sur les 23 que compte le pays. C'est un projet qui a démarré tout d'abord au PRSMI, c'était 4 provinces. Après cela, avec l'avènement donc du PRPSS, il y a eu une extension de 4 autres provinces. Donc, on était passé à 8. Donc, au démarrage du PRPSS, c'était 8 provinces. Et en T3 2023, troisième trimestre donc, de l'année 2023, il y a eu 4 provinces en cours d'extension. Donc, au total, ça fait 12 provinces. Alors, dans le contexte du pays, le FBP est une approche de renforcement du système. Il est basé sur la performance, les résultats. Donc, une structure qui génère plus d'activités, perçoit plus de financement après la vérification, bien évidemment. Et le but qui est poursuivi derrière cela, c'est vraiment l'amélioration de l'offre de soins, tant en termes de qualité que de quantité, et aussi d'assurer des financements géographiquement donc, accessibles, parce qu'il y a des populations qui sont dans des zones difficiles d'accès et cela leur permet d'assurer une certaine autonomie pour fonctionner pendant les périodes d'aléas climatiques et aussi donc les populations vulnérables. Ce financement dénommé donc FBP est différent de celui classique qui est par input où les structures percevaient des budgets et au bout du compte, on se demandait le taux d'absorption du budget mobilisé. Donc, c'est un financement qui est basé sur les outputs. Donc, vous produisez et a posteriori, nous venons évaluer votre production et nous achetons donc les indicateurs sur la base de 29 indicateurs PMA qui sont listés et 32 indicateurs PCA, desquels un échantillonnage est effectué au cours, à la veille, je dirais, de chaque évaluation. Quelques indicateurs sont tirés en fonction de la tendance des pathologies les plus répandues. Alors, dans ce genre de financement, les formations sanitaires sont considérées comme étant des structures autonomes qui réalisent une production, donc qui réalisent un profit, et ce profit permet d'assurer la motivation du personnel exerçant, mais aussi d'élever le niveau, la qualité, tant en termes d'infrastructures qu'en termes aussi d'équipement, pour pouvoir donc rendre davantage
la formation accessible, fréquentée et puis plus rentable. Donc ça, c'est pour vous donner un peu une idée sur les procédures de paiement des subsides au niveau des FOSA. Donc, il faudrait qu'il y ait au début donc, un plan d'action sur la base duquel donc, un contrat est négocié entre les FOSA paiement, c'est-à-dire les centres de santé et les agences de contractualisation et de vérification. Puis des déclarations sont faites par ces FOSA sur un portail web dédié exclusivement au FBP. Et sur cette base, nous avons les ACV, qui sont les agences de contractualisation et de vérification, qui, à travers leurs vérificateurs médicaux, procèdent à la vérification des données déclarées sur ce portail et en font la validation. Puis intervient la validation au niveau de la cellule technique qui procède à une triangulation entre les rapports de validation des données et les données introduites dans le portail et validées par les vérificateurs médicaux, qui pourraient éventuellement déboucher sur quelques contradictions qui nécessiteront des appels au niveau du terrain pour pouvoir donc essayer de comprendre un peu pourquoi cette incohérence. Et il convient aussi de préciser que à travers nos administrateurs du portail, nous pouvons aussi avoir le listing des différentes modifications dans le portail. Est-ce que c'est après la tenue des réunions de validation de données que les données ont été modifiées, etc. Donc, c'est un mécanisme de surveillance. À la fin, nous transmettons, après vérification, à l'UCP, qui est l'organe fiduciaire, qui donc procède au paiement. Donc, c'est des virements qui sont opérés à travers un système dénommé SGFI. Et le e-banking, donc c'est le paiement, la phase de paiement. Bon, c'est pour rappeler un peu le processus d'implémentation du FBP au Tchad. Comme je le disais au début, c'est le PRSMI. C'était 4 provinces, donc il y avait 13 districts sanitaires qui étaient concernés. Et après cela, à partir du PRPSS qui couvre donc 2021-2026, nous sommes passés à 12 provinces depuis 2023, mais de 2021 jusqu'à 2023, nous étions à 8 provinces. Donc actuellement, le projet couvre 12 provinces. Et les 4 provinces d'extension, après le démarrage du PRSMI, ont rejoint le projet. C'est à partir de juillet 2023 et non pas 2022, c'est une coquille. Et donc, la base, c'est que tous les districts de formation sanitaire, elles doivent être encodés dans le système national d'information sanitaire. Alors, ça, c'est pour vous donner une idée un peu sur le nombre de FOSA, donc des districts, des centres de santé et des hôpitaux qui sont à la date du mois d'octobre 2025 configurés dans le portail FPP. Bon, ça, on aimerait quand même donner quelques leçons apprises à travers le PRSMI. Il avait quand même permis de confirmer le potentiel du FPP, à pouvoir donc relever les défis liés au système et aussi pour améliorer la qualité et l'utilisation des services de santé qui sont, comme je l'ai énuméré tout à l'heure, les objectifs poursuivis par le projet PRPSS actuellement. Mais il y a aussi la nécessité de renforcement des partenariats, étant donné que le projet avait collaboré avec succès avec les agences des Nations Unies, l'OMS, l'UNICEF, l'UNFPA, pour assurer donc une formation et un renforcement des capacités de personnel de santé et des travailleurs communautaires en termes donc de soins obstétriques. Je pense que c'était en chirurgie essentielle, en termes de vaccination, ainsi que pour l'achat d'équipements pour certains établissements de santé. Donc, la performance, comme l'avait dit tout à l'heure le docteur Barnabas, les défis sont liés à des défis d'infrastructure, d'équipement, d'un plateau technique adéquat, etc. Donc, cela permet de se rapprocher du plateau nécessaire et à travers la formation, donc une mise à niveau est faite pour qu'il y ait cohérence entre ressources humaines et équipements mis à disposition. C'est vrai que ces équipements ont accusé un retard dans la livraison, mais ont pu quand même permettre de faire beaucoup de prestations sur le terrain. Il y a aussi la contribution à l'amélioration de la qualité, donc des informations sanitaires. Comme je disais tout à l'heure, nous avons un portail FPP
qui, à travers donc des mécanismes de vérification dont je parlais tout à l'heure, permet de réduire les risques d'erreur en termes d'informations sanitaires. Et actuellement, nous travaillons sur l'interopérabilité entre le DHIS2 qui est utilisé au ministère en termes pour la gestion des données et le portail FBP. Et les travaux sont en train d'avancer dans ce sens-là. Certains efforts ont été faits aussi afin de donc, collaborer plus étroitement avec d'autres organismes qui exercent dans le domaine afin donc de pouvoir donc réduire l'écart en termes d'information sanitaire. Il y a aussi des faiblesses dans la conception et dans la mise en œuvre du projet. Et ça, c'est en termes surtout de période de mise en œuvre. Et aussi, c'était au début, il n'y avait pas une unité dédiée spécifiquement au projet FBP. C'était au niveau du ministère de la Santé. Et cela rendait quand même les coûts de vérification par des ONG internationales un peu plus chers et une lenteur aussi dans le renouvellement des contrats SLIDE. Alors, des adaptations quand même ont été faites dans le cadre du PRPSS à travers donc, les leçons apprises issues du PRSMI donc, pour la vérification, l'appui et le coaching. 6 agences de contractualisation et de vérification ont été mises. Chacune couvre donc 2 provinces et chacune dispose d'un staff complet et appuyé par une assistance internationale pour pouvoir donc faire le travail sur le terrain, le travail de vérification dont je parlais au début. Alors, toutes ces ACV, elles étaient sous la tutelle juridique administrative donc, de l'INSET. Bon, pour ce qui concerne la contre-vérification externe, il s'agit d'un groupement d'organisations non gouvernementales indépendantes donc, qui procèdent à cette vérification-là. Bon, pour la coordination technique de la stratégie, une cellule technique existe. Cette cellule avait démarré avec des consultants qui assuraient la coordination depuis mai 2021 jusqu'à juin 2024. Maintenant, elle est composée exclusivement des fonctionnaires que nous sommes. Et maintenant, la CTN disposait, c'est vrai, depuis 2021 jusqu'à juin 2025 d'une assistance technique internationale. Mais depuis lors, maintenant, la cellule fonctionne uniquement avec ses fonctionnaires mis à disposition. Pour ce qui concerne l'aspect fiduciaire, comme je le disais, c'est l'UCP qui s'en charge. Alors ça, c'est quelques réalisations qu'on aimerait quand même partager avec vous pour voir un peu comment ce mécanisme FBP permet de contourner la bureaucratie qui peut donc, une formation sanitaire, comme je le disais, comme un organisme indépendant qui peut déjà, un centre de santé qui était avant le FBP, et voyez comment après le FBP, ce centre est devenu. Donc, c'est grâce aux subsides, grâce à leur production, grâce à leur performance, ils ont pu améliorer la qualité et par là même, donc, la fréquentation et donc, ils deviennent beaucoup plus davantage performants. Maintenant, vous voyez, ça, c'est aussi des exemples aussi d'amélioration à gauche avant FBP et puis à droite après FBP. Et maintenant, il faut aussi rappeler que les formations sanitaires sont lancées dans un mécanisme de solarisation qui permet aussi de contourner cette carence énergétique que le pays connaît depuis belle lurette. Voilà, donc ça, c'est des équipements. Ils peuvent acheter eux-mêmes leurs besoins et satisfaire leurs besoins en temps réel parce qu'ils ont les ressources sur la base de leur production qui leur sont destinées au prorata défini dans le cadre d'un manuel de procédure qui les permet d'acheter directement un tricycle pour le transport des médicaments, éventuellement une table d'accouchement pour améliorer la salle d'accouchement, recruter une sage-femme, vous voyez un peu, de la localité pour éviter les risques d'affectation des ressources humaines qui viennent du niveau central et qui ne sont pas pérennes. Voilà, c'est la même chose, les équipements pour améliorer les conditions et c'est vraiment un facteur qui motive les ressources humaines, c'est le renouvellement d'équipements et qui incite aussi les populations à aller. Donc, l'offre devient davantage intéressante, donc ça génère aussi la demande. Donc, vous voyez, ça, c'est des salles d'opération qui ont été équipées grâce au financement de la Banque mondiale, passé par le biais de l'UNFPA. Et vous voyez, donc, ça a permis de relever le plateau au niveau donc des provinces. Voilà, je laisse la parole maintenant à mon collègue suivi évaluation pour
les indicateurs du projet. Bonsoir à tous les participants, aux panélistes. Merci d'être là pour ce webinaire. Je vais très rapidement présenter un aperçu sur les indicateurs clés du projet. Comme mon collègue l'a présenté ici, vous l'aurez constaté que le projet a permis vraiment de stimuler beaucoup de changements et ces changements se sont traduits dans un certain nombre d'indicateurs quantitatifs et également qualitatifs qui ont évolué entre le début du projet et 2024. Si vous voyez les colonnes 2023, c'est la production pour 2023 et la colonne pour 2024 avec de manière globale les cibles qui ont été atteintes pour tous les indicateurs. Les principaux indicateurs liés à la santé maternelle, notamment le nombre d'accouchements assistés par un personnel qualifié, a substantiellement augmenté grâce à l'appui du projet. Il y a également des indicateurs très importants concernant la contraception, parce que vous savez que la contraception est un des déterminants de la mortalité maternelle. Et donc, on ne peut pas faire infléchir la mortalité maternelle sans augmenter le taux d'utilisation des méthodes contraceptives. Et là aussi, le projet a fait beaucoup d'efforts et vraiment les résultats en termes de cibles ont été atteints pour ces indicateurs. C'est la même chose pour le nombre de visites, la CPN4 qui a substantiellement augmenté également grâce à l'appui du projet dans les 12 provinces. Là, on a présenté une courbe pour vous permettre de voir un peu le niveau de couverture de la CPN4 dans les 12 provinces couvertes par le projet. Et on voit que vraiment le taux de couverture est le plus faible est à 40%, alors que la moyenne au niveau national, selon l'enquête mixte 2019, tourne autour de 31%. Et donc, il va se dire que dans la zone du projet, les indicateurs, surtout en lien avec l'utilisation des services de santé maternelle, sont au-dessus de la moyenne au niveau national grâce à l'appui du projet. Il y a également, je disais tout à l'heure, les accouchements assistés. On se rend compte effectivement que dans la zone du projet, il y a une tendance haussière d'accouchements, de naissances qui sont assistées par le personnel de santé, qualifié du fait essentiellement que lorsque les formations sanitaires gagnent des subsides, ils ont la possibilité de recruter des sages-femmes, de réfectionner ou bien de construire des salles d'accouchement, toute chose qui fait pour contribuer à augmenter ces indicateurs-là. Au niveau national, je pense que l'enquête mixte 2019 donne un taux d'accouchement assisté autour de 42%, mais dans la zone du projet, on est à T1 2025, on est arrivé à 80% d'accouchement assisté. Donc, c'est tous les mécanismes d'incitation qui ont contribué à ce résultat. Là, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est les accouchements assistés au niveau des hôpitaux. C'est la même tendance. On a vu que ça a baissé un peu au deuxième trimestre 2024, essentiellement parce qu'on était passé par une phase transitoire où il y avait 8 provinces qui étaient dans le PBF et on avait étendu le PBF à 4 nouvelles provinces. Donc, le démarrage de ces 4 nouvelles provinces a fait augmenter le dénominateur, ce qui explique un peu le creux ici. Mais la tendance globale, c'est que vraiment dans la zone du PBF, les accouchements sont mieux assistés par les personnels de santé. Ici, c'est aussi un indicateur tout aussi important, le suivi de la croissance des enfants de 0 à 4 mois. Ces indicateurs ne sont pas beaucoup renseignés dans les enquêtes nationales telles que l'EDS et les MIX, mais le Plan national de développement sanitaire 2024 a formulé une recommandation pour un meilleur suivi de cet indicateur qui permet vraiment de prévenir la malnutrition chez les enfants. Et là, également, on voit que le taux de couverture, il est au-dessus de la moyenne et va jusqu'à 70% à T1 au premier trimestre 2025. C'est dû en fait au fait que ces indicateurs sont achetés dans le cadre du PBF, ce qui incite vraiment les parents à amener leurs enfants dans des séances communautaires ou bien dans les centres de santé pour la prise de poids, pour la prise de taille et pour essayer de voir comment anticiper
sur un certain nombre de facteurs qui pourraient amener les enfants à la clinique. Tout cela se résume un peu, tous les efforts que le PBF a fait se résument un peu dans ces diapos-là. On a un taux de satisfaction des patients, c'est-à-dire une enquête sur la base des enquêtes communautaires. On est parvenu à avoir ce taux-là qui, au début du projet, est autour de 40%, mais aujourd'hui, que ce soit à l'hôpital que dans les centres de santé, le taux minimum de satisfaction est au-delà de 80%. Ça, c'est vraiment un effort très remarquable à mettre à l'actif du projet PBF. Bien, ici, on va très rapidement voir un peu les leçons apprises. On a eu des résultats dans le PBF et ces résultats se traduisent par une amélioration des infrastructures. Parce que dans les zones PBF, les centres, il y a une meilleure disponibilité en termes de quantité, mais en termes de qualité aussi d'infrastructures. Par exemple, l'OMS a conduit une évaluation qui a montré qu'au moins 80%, 85% des formations sanitaires dans les provinces PBF disposent d'une salle d'accouchement contre 72% pour les provinces hors PBF. Et lorsqu'on s'intéresse à l'état de ces infrastructures, l'état des salles d'accouchement, on voit que dans la zone PBF, il n'y a que 12% des salles qui sont en mauvais état contre 49% des salles qui sont en mauvais état dans les zones PBF. Quand on adresse l'indicateur disponibilité en termes de salles de CPN, la tendance est la même. Dans les zones PBF, on voit que la proportion des centres de santé disposant de salles dédiées au CPN est toujours plus élevée que dans les provinces qui ne bénéficient pas du PBF. Autre chose importante, c'est la disponibilité des points d'eau. Le PBF, à travers le PBF, les formations sanitaires ont utilisé une partie de leurs ressources pour construire des forages, installer des mini-châteaux solarisés pour disponibiliser de l'eau dans les formations sanitaires. C'est quelque chose qui est très important qu'on voulait relever ici. Il y a également une meilleure disponibilité en ressources humaines, en médicaments et en équipements médicaux. Ça, il va de soi parce que les centres de santé qu'on a visités ont la possibilité de recruter localement des sages-femmes, des infirmiers diplômés d'État et pour pouvoir booster leur performance. Également, avec l'argent qu'ils gagnent des subsides, beaucoup de centres ont la capacité d'acheter eux-mêmes des médicaments pour le fonctionnement de leur formation sanitaire. On a également relevé des progrès en termes de gouvernance et de gouvernance de plus en plus transparence. Alors que le PBF a mis en place des outils, un des outils que le PBF a développé, c'est l'outil Indice qui permet vraiment d'évaluer la gouvernance des formations sanitaires et le fait que les formations sanitaires reçoivent des supervisions plus régulièrement a permis également de rehausser leur niveau de transparence. Comme faiblesse, nous avons noté que le PBF au niveau décentralisé a donné beaucoup de résultats, mais au sommet de l'État, dans la sphère des décideurs, la stratégie est encore très peu connue, ce qui nous interpelle, nous, porteurs de PBF, pour un plaidoyer et faire des communications un peu plus efficaces à l'endroit de ce public-là. En termes de perspective, qu'est-ce qu'on veut? On a obtenu beaucoup de résultats avec le PBF, mais quelle est la soutenabilité de ces résultats-là? Parce que c'est à travers le projet que ces résultats se sont mis en place. Mais après le projet, quels sont les mécanismes qu'on met en place pour pérenniser la stratégie FVP? Et une des premières choses qui a été faite, c'est le démarrage d'un processus d'institutionnalisation du PBF. Et pour institutionnaliser le PBF, il faut s'assurer que les résultats déjà mis en place soient soutenus dans la durabilité, mais surtout, il faut accroître le financement de la stratégie sur le budget de l'État. Ça, c'est vraiment une des perspectives qui peut s'apparenter à un défi, parce que si le financement, du moins le budget de l'État alloué au PBF qui a déjà fait sa preuve n'est pas au rendez-vous, il va de soi qu'on risque d'avoir des résultats qui vont s'estomper après 2-3 ans. Donc, ce défi-là, c'est que le plaidoyer soit porté pour que le financement pour la stratégie
soit accordé et que le PBF puisse s'étendre de manière graduelle sur toutes les 23 provinces du pays. Il faudrait également penser à investir dans la formation continue du personnel et mettre en place tout un mécanisme d'incitation du personnel pour les permettre de les maintenir à leur poste d'affectation. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au Tchad, un des problèmes majeurs, c'est que le personnel de santé, notamment les sages-femmes qui sont affectées dans les zones rurales, vont prendre service et reviennent rester en N'Djamena. Et donc, il faut vraiment encourager les formations sanitaires à recruter elles-mêmes le personnel au niveau local, qu'elles arrivent à mieux contrôler pour pouvoir renforcer de manière continue la performance. Oui, c'est la fin, donc Choukran, j'espère avoir donné quelques informations concernant l'évolution des tendances des indicateurs du PBF qui est globalement très, très positif. Merci. Merci beaucoup, Alfred. Merci aussi, Youssouf. Et donc, je vous propose quand même de prendre le temps de répondre aux questions, une partie des questions qui viennent de l'audience. Ce serait dommage de ne pas avoir ces interactions. On va écouter nos amis de la Banque mondiale qui veulent peut-être compléter avec la présentation qui vient d'être faite. Kofi, on t'écoute. Oui, moi, c'est juste, c'est pas une question, mais peut-être un commentaire pour ajouter. Il y a un aspect qui ne nous ont pas présenté. On a eu le défi pendant la mise en œuvre, le défi de paiement, parce que tout était fait à travers Excel. Et ça a causé beaucoup de retard pour transférer l'argent aux formations sanitaires. Et comme vous savez, avec le PDF, là, il faut que les formations sanitaires reçoivent l'argent pour qu'ils puissent vraiment vous voyez, faire leur activité. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a digitalisé l'aspect de paiement. Il y a un logiciel qui s'appelle FGFI. Il y a un cabinet à Dubaï qui nous a aidé pour établir ce système-là. Et ce système est interopéré avec le portail FBP. Donc maintenant, le FBP génère les factures et puis automatiquement, ça entre dans le FBP et puis le paiement a fait. Et ça nous a beaucoup aidé pour adresser cette question du retard de paiement-là. Et pour le moment, le projet, le taux de décaissement du projet, c'est 92%. Merci. Merci, Kofi. Voilà, donc un très très bon taux de décaissement grâce à la digitalisation. Donc c'est un aspect qu'on a relevé dans d'autres pays et qui est une des qualités de cette stratégie. Alors, il y a beaucoup de questions et donc je vais assumer mon rôle de facilitateur. Je vais devoir malheureusement être sélectif dans les questions et je vais prendre un peu les questions qui me paraissent les plus importantes. Donc, une première question pour vous, Dr Barnabas, ou votre équipe, c'est quels sont les critères d'identification des personnes démunies par la MET? Donc, c'est une question de Daïsou, de Gédéon, et je pense que c'est une bonne question. Donc, vous avez mentionné qu'il y a près de 40% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, 14% dans l'extrême pauvreté, donc, à votre avis, pour l'instant, selon vos statistiques, quel pourcentage de population est couverte par la MET dans les zones où vous avez commencé à travailler? Est-ce que vous êtes proche des 14% ou bien est-ce que, voilà, comment vous situez par rapport à cette cible peut-être de 14%? Et alors, comment est-ce que vous identifiez ces personnes? Quels sont les critères utilisés, les critères d'enquête? Est-ce que vous pouvez rapidement donner de l'information sur ce point? D'accord, merci beaucoup. Voilà. Tout le monde ne peut pas être personne économiquement démunie. En tout cas, sur ce point, je crois qu'on pourra s'entendre. Mais maintenant, quant à identifier quelles sont les personnes économiquement démunies, justement, il y a un décret qui avait été pris et qui fixe les critères pour identifier les personnes économiquement démunies. Globalement, ces critères varient entre l'impossibilité de s'alimenter, de se vêtir, d'assurer les soins de santé ou d'assurer l'éducation de ses enfants. En tout cas, c'est des critères qui concernent
l'impossibilité de satisfaire les besoins essentiels de la vie. Ils sont au nombre de 7. Eh bien, ces critères, s'ils sont réunis, ça fait d'une personne une personne économiquement démunie. Ok. Et maintenant, pour l'appliquer, il y a, l'INSET, comme je disais tantôt, qui a des applications qui permettent d'appliquer ces critères-là et de retenir effectivement des personnes économiquement démunies. Vous avez bien répondu à la première question. Ma question qui était personnelle, c'était de savoir, selon vos statistiques, quel est le pourcentage de ménages ou de personnes couvertes, plutôt de personnes couvertes par la MET, en sachant que vous avez donc communiqué le chiffre de 14% d'extrême pauvreté. On voulait voir un peu comment ça se situe par rapport à ces 14%. Euh, d'accord, d'accord. Moi, je préfère plutôt indiquer les proportions en valeur absolue Ouais. parce que nous avons identifié 40 243 personnes économiquement démunies dont la liste a été validée par la communauté. Et sur les 43 000, dans la démonstration que j'ai faite, 431 personnes ont été immatriculées et bénéficient effectivement d'une prise en charge. Moi, je crois que l'enjeu n'est pas peut-être tant de demander quelle proportion nous couvrons, mais c'est de chercher à savoir quelle capacité nous avons pour couvrir ces personnes-là. Et c'est tout le problème qui se pose justement. Sinon, nous avons la matière, qui est les 40 243 qui existent, et nous devons couvrir ces 40 000 que nous avions identifiés avant de passer peut-être à une prochaine identification. Mais pour l'instant, euh, il y a quelques difficultés à pouvoir couvrir l'ensemble de ces populations identifiées. Néanmoins, nous pouvons dire qu'on pourra aller jusqu'à la prise en charge du cas de ces personnes immatriculées, soit 10 000, quelques personnes sur les 40 240. Ok. Voilà, ça c'est une question importante, hein. Donc on a bien entendu ce que vous venez de dire. C'est donc qu'il y a pour l'instant beaucoup moins de personnes couvertes enrôlées dans le régime que celles qui seraient éligibles, compte tenu du travail qui a été fait d'identification. Donc ça c'est un aspect sur lequel on pourrait revenir durant l'atelier. Alors il y a une question à laquelle je veux peut-être répondre, c'est la question de Francis Bamogo. Bonjour, pour vous, est-ce que PBF égale achat stratégique? C'est une très bonne question parce que ça a été parfois, euh, il y a une confusion qui s'est faite. Non, l'achat stratégique est plus large. L'achat stratégique, c'est une démarche de dire, cette fonction d'achat que nous faisons tous, même quand on paye les inputs, c'est aussi de l'achat. Je veux la rendre plus stratégique en tant qu'agence d'achat, en tant qu'acheteur. Je veux avoir une démarche réfléchie à cet égard. Et donc, je vais analyser mes données, que ce soit les besoins de la population ou la performance des structures de santé. Je regarde aussi le budget qui est disponible et je vais prendre des décisions pour essayer de créer des mécanismes pour encourager les structures de santé à être plus performantes en fonction de la définition qu'on peut donner à la performance. D'accord? Donc le FBP est une modalité, comment dire, est une forme d'incarnation de l'achat stratégique au niveau d'un dispositif. Alors l'achat stratégique, c'est aussi réfléchir à l'ensemble de la fonction d'achat au niveau des différentes agences d'achat et aussi d'aller chercher des synergies. Je dirais donc voilà, donc c'est une application, c'est un exemple, mais il y a moyen de dire, quand vous introduisez une politique de gratuité ciblée sur un groupe qui est effectivement en gros besoin, vous avez aussi une démarche d'achat stratégique. Voilà, donc c'est plus large que simplement le FBP, mais on a vu que dans beaucoup de pays, le FBP a été un mécanisme déclencheur au niveau des pays pour développer de l'intérêt pour l'achat stratégique. Ils ont vu ce qui était possible en travaillant sur les mécanismes de paiement. Voilà. Alors, il y a aussi une autre question, et on va peut-être la diriger vers Youssouf. Euh, alors, est-ce que l'État ne trouve pas que le FBP est trop cher pour se l'approprier? Donc, tu as
vous avez bien mentionné l'enjeu de l'appropriation. Alfred et toi, voilà, il faudrait institutionnaliser le FBP. Donc, ça passe par une institutionnalisation, notamment dans la gestion des finances publiques. Mais est-ce que le dispositif n'est pas trop lourd, trop coûteux? Est-ce que vous avez une réflexion à cet égard? Et c'est de nouveau quelque chose, un sujet qu'on pourrait reprendre au moment de l'atelier. Merci Bruno. Merci pour cette question parce que c'est une question très pertinente, d'autant plus que nous menons une réflexion sur l'institutionnalisation et pour assurer donc la pérennité du FBP dans le pays, même à la fin du projet. Alors, la question de cherté du FBP, c'est une question qui nous ramène à la gouvernance des fonds dédiés par le pays à nos formations sanitaires. Cette réflexion, nous l'avons enclenchée il y a de cela 2 ans, quand nous étions en formation sur le cours FBP, et nous avons étalé nos mécanismes de financement par input, comme je le disais tout à l'heure, des budgets qui sont colossaux, qui sont mobilisés pour le système sanitaire, mais au finish, on n'a pas un grand résultat, du moins un résultat à la hauteur des financements mobilisés. Et là, j'avoue que c'était un mécanisme de budget donc, par activité qui continue, mais on devait basculer même déjà bien avant le FBP sur le budget programme qui stipule que pour chaque financement octroyé, il va falloir mesurer l'incidence de ce financement sur les indicateurs. Donc, du coup, faire le lien entre la performance et le niveau de financement. Et le FBP est venu à point nommé pour répondre à cette préoccupation, étant donné qu'il fait le lien entre la performance et les fonds mobilisés. Vous produisez plus, vous serez payé plus. Vous êtes payé plus, vous investissez pour améliorer vos conditions de travail, d'accord, et aussi de prestations. Par exemple, tel que quand nous avons fait tout à l'heure la présentation, vous avez vu comment avant le FBP, les choses étaient et après le FBP, comment ils sont devenus. Là, les images parlent d'elles-mêmes. Et là, la question de la cherté, moi, je la vois sous l'aspect gouvernance, comme le disait tout à l'heure mon collègue suivi évaluation, parce que ça a permis de renforcer le niveau de la gouvernance au niveau de ces formations sanitaires. Alors, la réflexion que nous avons menée, c'était par rapport au fait que le gouvernement mobilise des ressources en écriture, mais n'étant pas disponible, mobilisable en espèces pour servir à des achats et que l'année budgétaire commence en janvier, mais que ce n'est qu'un peu plus après la moitié de l'année que les fonds sont mobilisés, les structures fonctionnent à crédit à partir de janvier jusqu'à l'instant T où les fonds sont rendus disponibles. Alors ça fait quoi? Ça fait que les formations sanitaires, les structures, je parle d'une manière générale parce que les districts aussi sont concernés, donc elles payent double parce qu'il va falloir trouver quelqu'un qui puisse accepter de vous livrer les intrants et ça va être à prix double parce que lui, il va dire, mais écoutez, il y a un coût d'opportunité, moi, mes sous, je vous les remets maintenant en vous remettant les biens et les services. Il renonce à un gain ailleurs qu'il aurait pu gagner en 6 mois, en 7 mois et d'autogénération de ses ressources. Donc, 1 litre de carburant, vous imaginez que les gens payent normalement actuellement à 700 francs pour le super, ils vont le payer à 1400 francs. Et c'est comme ça que ces formations sanitaires supportent le fardeau. Et donc, on s'est dit, du coup, si ces fonds sont reconvertis en fonds mobilisables, comme actuellement pour le cas du FBP, cela pourrait faire vraiment des grandes économies et que du point de vue cherté, pour l'État, ce n'est pas cher en réalité. Du moment où ça met le lien entre ressources mobilisées et résultats obtenus. Donc, c'est cette réflexion que nous avons menée et qui nécessitait vraiment une certaine transversalité parce que le ministère des Finances, celui en charge du plan, avait des acteurs qui étaient impliqués dans cette réflexion, mais malheureusement, on n'a pas pu mettre en place une plateforme qui puisse nous permettre d'avancer,
de vraiment canaliser nos énergies vers cette réflexion-là et qu'on puisse évoluer ensemble. Vous Merci, voyez, Youssouf. Ouais. c'est un Oui, peu ça. Je ne veux pas trop m'étaler, je laisse la parole aux autres, mais ça, c'est déjà le premier aspect. Donc, on peut rassurer la personne qui avait posé la question que si l'État mobilisé, c'est-à-dire que les ressources que l'État mobilise actuellement en termes de budget théorique, même si la moitié est mobilisée, déjà, on est gagnant. Parce que ouais, le manque à gagner, il part chez commerçant. le commerçant, je dirais le Ouais, bailleur, le petit bailleur entre parenthèses. Parce ouais, qu'il met ses ressources et il attend 6 mois, parfois une année. Et avec ouais. toute la lenteur du circuit administratif, parce que la mobilisation de ces ressources, c'était quoi? C'est la transformation de ces ressources qu'on appelle autorisation de dépenses pour l'administration publique en subvention. Voilà. Maintenant, l'autre aspect, c'est que quand ça devient en subvention, étant donné que c'est des fonds du gouvernement, il est question de mettre aussi des mécanismes pour assurer la bonne canalisation aussi et éviter les mauvais usages. Oui, merci Youssouf. Bah, écoutez, ce problème je le connais bien parce que quand je travaillais au Tchad il y a 30 ans, c'était déjà le même système. Donc ça montre qu'il y a un besoin de réforme qui est structurel. Et je crois que ça doit être un des objectifs de l'atelier de novembre, c'est de relever, bon, vous connaissez ces problèmes beaucoup mieux que moi, mais je pense qu'en effet, on voit l'articulation entre la gestion des finances publiques et l'achat stratégique, et on le voit des deux côtés. On l'entend du côté des frais de fonctionnement sur le budget de l'État traditionnel, mais on entend aussi le docteur Barnabas dire, voilà, on ne peut pas accepter autant de personnes que nous on voudrait, parce qu'il y a un problème probablement de financement aujourd'hui du dispositif. Donc voilà. Alors je vois que Kofi a levé la main. Kofi, vous voulez peut-être aussi réagir sur ce point de l'institutionnalisation du FBP, qui est une question qui a été posée Ok, par un participant. ouais, alors, vous m'écoutez? Oui, allez-y, allez-y. Ok, d'accord. Pour l'ajouter, ce que le coordinateur national de la CPN a fait, c'est que c'est vrai, c'est une approche qui coûte très cher. Comme vous savez, vous avez vu l'emblème du projet, 256,5 millions de dollars. Mais pendant la préparation du projet, on a pensé de comment le gouvernement peut aussi contribuer en paix. Vous voyez, donc depuis là, donc dès le début, ça n'a pas été fait, mais le gouvernement a déjà commencé. Donc maintenant, comme je vous dis, maintenant il y a la partie gouvernement qui peut vraiment nous aider vraiment à payer les factures de certaines formations sanitaires. Donc à mon avis, c'est cher, c'est vrai, mais je pense que vu les résultats, aussi bien c'était en mai, on a fait une journée porte ouverte et les gens sont venus, le gouvernement même, beaucoup de gens, les partis prenants sont venus ce que le projet a fait. Donc, si on renforce l'aspect du dialogue politique, je pense que le gouvernement il a déjà démontré son engagement. Maintenant, la question se pose, est-ce que ce qu'ils ont contribué, c'était 50 millions de francs CFA, est-ce qu'ils vont augmenter? C'est là où on veut vraiment dialoguer avec le gouvernement. Merci. Très, très bien, merci Kofi. Donc voilà, on vous souhaite un bon succès dans ce dialogue. Juste pour noter qu'il y a des pays comme le Burundi, par exemple, où le gouvernement paye sa contribution depuis très longtemps parce qu'il valorise très fort la politique et le dispositif. Alors il y a une question, on avance et je vois que vous êtes encore nombreux avec vous, donc je pense qu'on peut encore continuer un petit peu. Alors, il y a une question qui est pour vous, docteur Barnabas, et c'est une question qui vient de Idriss. Et en gros, Idriss rappelle que la CSU, ce n'est pas que le soin curatif, c'est aussi la prévention, la réadaptation et les soins palliatifs. Et donc, il voulait savoir est-ce que le régime 3 prend en charge aussi les soins préventifs ou est-ce que ou votre paquet de bénéfices, c'est uniquement le curatif? Évidemment, la MED prend en compte également les soins préventifs, surtout en matière de vaccination, qui est une disposition préventive classique. Et il y a aussi les consultations prénatales qui entrent dans le panier de soins de la CSU, y compris le panier de soins au titre de la MED,
qui déjà en soi est une prévention, est une disposition préventive. Et il y a également les dépistages simples, les éducations sanitaires, tout ça qui constitue des aspects de prévention qui sont contenus dans le panier de soins. Et même au-delà, même après l'accouchement, il y a le suivi postnatal qui, au-delà de l'aspect curatif, constitue également des dispositions de prévention pour éviter la survenance des maladies de la mère et de l'enfant. Docteur Barnabas, je pense que lors de l'atelier en novembre, il sera important de préciser un peu cette couverture du paquet de soins et de montrer un peu comment les personnes qui sont déjà couvertes par l'AMET, quel type de service ils ont reçu, comment est-ce que vous faites aussi l'achat, hein, comment vous payez pour ces différents services, en sachant qu'une partie des financements vient bien sûr déjà des inputs de l'État pour le personnel, les vaccins, etc. Donc on reviendra là-dessus. Mais donc c'est une question importante, le paquet des soins. D'ailleurs, on a prévu une partie des sessions qui traitera cette question-là. Il y a une D'accord. question peut-être, docteur Barnabas, on comprend bien que vous êtes encore dans l'apprentissage avec le dispositif numéro 3. Vous êtes encore en phase pilote, vous ne couvrez pas encore tous les bénéficiaires, toutes les personnes éligibles dans ces premiers districts, mais un des spectateurs est impatient et aimerait bien savoir quels sont les plans pour démarrer les autres dispositifs. Par rapport à cette question, nous avions défini en 2023 un plan quinquennal de développement et de déploiement des régimes. Alors, ce plan-là a fait une planification de déploiement des régimes de façon progressive de 2024 à 2028. Et selon ce plan, il est établi que jusqu'en 2017, on aura déjà déployé tous les 3 régimes de la couverture santé universelle. En 2027, on aura déployé tous les régimes de la couverture santé universelle. Particulièrement pour le régime 1, qui s'avère imminent, pour lequel on est en train de mettre en place des dispositions préparatoires. Le démarrage de ce régime-là aura lieu en 2026. Et c'est en 2027 qu'on va lancer le régime 2 des indépendants. Ok, voilà des informations claires. On en reparlera peut-être encore au niveau de l'atelier. Alors, je vois la main de Mohamed Alassane Touré. Le main levé, c'est Morbé, Ok, du, ok. du GFF. Alors, je voudrais remercier notre collègue qui a posé la question le problème de prévention. Je voudrais le renforcer parce que le contexte national du Tchad avec la pauvreté généralisée, il est important de considérer vraiment la question de prendre au sérieux la question de prévention. Outre ce que le DG avait cité, je pense que au moment opportun, il faut mettre l'accent même sur l'eau potable, le lavage des mains, parce que comme les gens n'ont pas assez de moyens, il vaut mieux privilégier la prévention afin d'éviter que les gens viennent constamment dans les soins, dans les formations sanitaires. C'est ce que je voulais ajouter comme complément. Merci à vous. Oui, merci Morbé. Et je pense en effet que dans la présentation d'Alfred, moi, ou je ne sais plus, c'est Youssouf, c'est quelque chose à laquelle j'étais sensible. C'est la progression en matière de solutions de base, vraiment, comme la connexion à l'eau, l'hygiène, l'assainissement, la présence de tables d'accouchement, etc. Je pense que quand on est dans des situations de ce type, c'est vrai que c'est un très bon investissement et que ça reste un enjeu principal vraiment des déterminants de base de la qualité des soins. Et je crois que c'est intéressant d'entendre qu'il y a des données qui ont été collectées et qui montrent que l'achat stratégique aussi contribue à une amélioration de cet aspect. Donc oui, il y a un volet d'amélioration de la qualité des soins. Et d'ailleurs, dans certains pays, c'est un peu comme ça qu'ils se répartissent les choses. Ils demandent au FBP de se spécialiser à l'amélioration de la qualité des soins et, et le préventif, alors que le curatif peut être repris, par exemple, par l'assurance maladie. Donc, c'est des aspects qui pourraient être encore discutés durant notre atelier. Alors, je vois la main, c'est toujours Abdel Salam. Oui, bonjour tout le monde. Merci aux
aux intervenants, particulièrement Bruno, Signamé Barnabas, Alfred et Youssouf. Vous nous avez éclairé sur beaucoup d'aspects. Et nous avons bien retenu vraiment l'articulation entre les FVP et la couverture santé universelle, effectivement. Et je crois que nous voulons comprendre davantage sur ces cas d'articulation avec les GFF, parce qu'il y avait un aspect de financement des achats de soins qui prend en compte à ce niveau. Comment faire en sorte vraiment d'éviter les doublons à ce niveau. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point d'intervention, c'était relatif aux intervenants qui ont posé des questions sur la question de prévention, c'est la question de comment, quand est-ce qu'on va aussi déployer les autres régimes. Et je voudrais effectivement relever un cas où nous allons aller vers une couverture totale, mais l'atteinte de cette couverture totale va de manière progressive et donc une extension en termes aussi bien des régimes du territoire et des paniers de services, puisqu'au début, on n'aura pas effectivement atteindre le niveau optimal de tous ces aspects, mais progressivement, on y arrivera. Et nous avons fixé un objectif vraiment dans le cadre du DPECI que les DGE n'avaient pas noté. C'est l'objectif d'atteindre 65% de la population d'ici 2029. Puisque les 5 ans du plan quinquennal, c'est vrai, la deuxième année, en 2026, on doit lancer le régime 1. Et en 2027, on doit lancer le régime D, effectivement. Mais l'atteinte au niveau du pays va se faire de manière progressive jusqu'à 2029 et avec un objectif d'atteindre 65% de la population. Et en ce qui concerne aussi la question du préventif, et je voulais dire que dans la stratégie nationale de la couverture santé universelle, un axe entier a été réservé à cette question de la prévention. Et effectivement, tantôt, c'est une question des caisses ou des organes de gestion d'assurance maladie, mais notez bien que c'est une question qui va au-delà de la caisse et qui met en synergie toutes les sectorielles, parce qu'il y a cette question d'assainissement, il y a cette question d'accidents de route, il y a plusieurs déterminants sociaux qui interviennent là-dessus. Les mairies sont concernées, il y a beaucoup d'aspects. Effectivement, le mécanisme d'assurance maladie obligatoire ou la couverture santé universelle dans sa globalité a prévu. Et c'est une question où on doit mettre beaucoup d'accent sur la question de la gouvernance et de la coordination. Donc moi, je crois qu'à ce niveau-là, il faut qu'on soit plus fort pour que les questions préventives puissent être plus pris en compte que la question. Maintenant, l'objectif actuel sur notre panel d'aujourd'hui, c'est plus centré effectivement sur le palliatif, sur le curatif, avec quelques aspects de préventif qui sont pris en compte tels que le DG l'avait cité. Je vous remercie. Merci Abdel Salam. Donc ce seront des choses qui seront discutées durant l'atelier. Alors je ne sais pas si ma collègue Nouria nous entend et Nouria, je serais intéressé que tu interviennes un peu pour faire une sorte de petite réflexion finale, mais aussi en lien avec l'atelier du 18 novembre. Donc selon toi, quelles sont les leçons de ce webinaire pour nous préparer au mieux? À toi Nouria. Merci Bruno. Tout d'abord, merci à tout le monde pour ces échanges qui ont été extrêmement riches et je pense qu'ils nous ont bien préparés à notre atelier de novembre. Il est évident qu'il y a beaucoup de réflexions qui sont en cours par rapport à l'extension, par exemple, de l'AMED et comment s'assurer que les personnes vulnérables puissent avoir accès aux soins, comment s'assurer que la qualité des soins soit améliorée, comment s'assurer que les paiements soient bien organisés. De l'autre côté, on a beaucoup entendu aussi des progrès du FBP qui sont impressionnants, mais qu'il faut maintenant essayer de contextualiser dans l'achat stratégique plus large, donc l'intégrer dans les efforts de la CNAS et les efforts du budget plus général. Donc, par rapport à notre atelier de novembre, je pense que vous nous avez donné des pistes très importantes, des pistes particulièrement qui, à mon sens, doivent se concentrer sur la question de la cohérence entre ces différents mécanismes, comment nous assurer qu'il y ait une mise en commun des ressources, qu'il y ait suffisamment de ressources tout d'abord,
puis une bonne mise en commun et enfin une réflexion de cohérence entre le FBP d'une part, ce que souhaite faire la CNAS d'autre part, et plus généralement sur le futur des régimes 2 et 3 dans les plans de la CNAS. Donc, je pense que nous avons beaucoup de matière à réflexion et que ça nous aura beaucoup aidé pour notre atelier de novembre. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Nouria. Et donc, les organisateurs de l'atelier vont aussi digérer le webinaire d'aujourd'hui, tirer quelques leçons. Donc, je veux encore remercier le docteur Barnabas, Youssouf, Alfred. Merci beaucoup pour vos interventions qui étaient bien préparées et qui nous ont aidés à mieux comprendre les enjeux. J'espère que dans l'audience, vous avez apprécié ce moment d'interaction euh, en ligne. Et donc, nous espérons voir certains d'entre vous à N'Djamena dans 3 semaines, mais nous espérons aussi voir beaucoup d'entre vous dans nos webinaires futurs. Comme je l'ai mentionné, vous êtes en contact aussi maintenant avec Valérie, qui est notre maître d'œuvre aussi pour ces webinaires qui sont organisés régulièrement. Nous prenons différentes thématiques, mais toujours en lien avec le financement des soins de santé, de la couverture sanitaire universelle. Donc, vous deviez y trouver votre content. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à N'Djamena ou ailleurs au Tchad ou ailleurs dans le monde, où que vous soyez. Et donc, merci d'avoir été avec nous et à bientôt.